vous a peut-être échappé qu'en novembre 2012 s'est tenu le grand sommet économique Europe-Asie. Il s'est tenu au Laos. Alors pour la première fois, ce petit pays s'est retrouvé au centre de la communauté internationale, ce qui a rempli de fierté les Laotiens. Le Laos est l'un des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est et en même temps, Vientiane, la capitale, ressemble désormais à celle des pays émergents. Boom de l'immobilier, embouteillage, nouvelle classe moyenne et classe riche, société de consommation. Donc aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles du Laos. Le Laos est au cœur de la péninsule indochinoise. Sa capitale, c'est Vientiane. Il a pour voisins le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie et la Chine. Le Mékong forme une grande partie de sa frontière avec la Thaïlande, ainsi que celle qui le sépare de la Birmanie. C'est un pays enclavé, montagneux, avec la cordillère Annamitique à l'est. Sa superficie est de 237 000 km², ce qui représente à peu près les 2 tiers de la superficie de l'Allemagne. Et en 2013, le Laos compte 6,5 millions d'habitants, soit 27 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que c'est un pays peu peuplé. Le Laos est pluriethnique et majoritairement bouddhiste à 67%, animiste à 30%, et on trouve aussi une minorité chrétienne et musulmane. La population du pays est très jeune, un Laotien sur 3 a moins de 15 ans. Et le quart de cette population vit aujourd'hui avec moins de 2 dollars par jour et par personne, alors que ce pays dispose pourtant de nombreux atouts. D'abord, il y a les richesses naturelles, et en particulier, il y a l'eau. Le Mékong, c'est le plus long fleuve de l'Asie du Sud-Est. Et son cours inférieur est peu exploité. En termes d'énergie hydraulique, le potentiel du bas Mékong est donc très important pour le Laos. Il y a aussi les ressources forestières. La forêt couvre environ 40% du territoire laotien. On y trouve entre autres du teck, du palissandre, c'est-à-dire des espèces dont les bois ont une grande valeur sur les marchés internationaux. Le bois constitue d'ailleurs l'un des principaux produits d'exportation du pays et il est aussi à l'origine de nombreux trafics. Il y a aussi des ressources minières, notamment de l'or, du cuivre, du zinc, de la bauxite. Dans les zones que vous voyez là sur la carte, ces ressources sont exploitées ou potentiellement exploitables. Enfin, il y a l'agriculture. Le Laos est un pays rural, même s'il y a peu de terres à cultiver. On y fait pousser du riz, bien sûr, mais aussi du maïs, de la canne à sucre, du manioc, du soja, du café, et puis on y cultive l'EVA pour la production de caoutchouc. Bien, alors comment ces ressources sont-elles gérées? Faisons un peu d'histoire récente. En 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, la guérilla communiste du Pathet Lao, soutenue par les Vietnamiens, renverse la monarchie laotienne et prend Vientiane, la capitale. Depuis, le pays est dirigé par un parti unique, le Parti révolutionnaire populaire Lao. C'est aujourd'hui l'un des derniers États avec une idéologie d'inspiration communiste. Après une courte période de collectivisation, la République démocratique populaire Lao s'ouvre à l'économie de marché à partir de 1986 et on assiste alors à un début d'entrepreneuriat privé et à l'accueil d'investissements étrangers. Cette stratégie de développement, modelée sur celle du frère vietnamien et du grand voisin chinois, va de pair avec un contrôle politique strict. Liberté d'expression encadrée, aucune dissidence tolérée. Dans les années 2000, on assiste en parallèle à des restructurations d'entreprises d'État et à un renforcement de la gestion des finances publiques. Puis en 2011, c'est l'ouverture sur le libre-échange avec la création d'une bourse à Vientiane. Bien, alors quels sont aujourd'hui les résultats de cette libéralisation de l'économie laotienne? En 2011, le pays affiche un taux de croissance de 8%. Et selon les prévisions de l'OCDE, sur la période 2013-2017, la croissance moyenne annuelle s'élèvera à 7,5%, soit le taux le plus élevé de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Regardons ce graphique. Le revenu national brut par habitant est passé de 310 dollars en 2001 à plus de 1000 dollars en 2011. Pour la Banque mondiale, le Laos appartient à la catégorie des pays les moins avancés et les autorités laotiennes souhaitent accéder en 2020 au statut des pays à revenus intermédiaires. Et d'ailleurs, le président de la République et chef du parti a défini pour cela plusieurs priorités. Assurer une croissance soutenue de 8% par an, d'ici 2015, diminuer la pauvreté,
en la ramenant de 24% à 10% de la population, scolariser 100% des enfants dans le primaire, c'est-à-dire remplir le deuxième des objectifs du millénaire pour le développement, et enfin poursuivre les réformes économiques. En février 2013, le Laos a été admis au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, question, ce pays doté d'une telle croissance peut-il devenir un nouvel émergent en Asie du Sud-Est? Pour cela, le Laos doit répondre à la très forte demande économique de ses voisins, Chine, Vietnam, Thaïlande. C'est pourquoi le gouvernement laotien négocie ses ressources naturelles en octroyant des concessions. En quoi consiste-t-elle? Il y a d'abord des concessions sur les terres. Les entreprises chinoises ont investi dans de très vastes plantations d'EVA, notamment dans le nord du pays, développant ainsi l'industrie du caoutchouc dans cette région, aujourd'hui économiquement sinisée. Par exemple, la ville de Boten, sur la frontière sino-laotienne, est une zone économique spéciale. Depuis 2002, cette concession, octroyée aux investisseurs chinois pour une durée de 30 ans, est devenue de facto un territoire chinois. Le gouvernement laotien octroie également des concessions sur les mines. Dans le sud du pays, Sepon est l'une des 2 grandes mines de cuivre et d'or du pays. La compagnie qui l'exploite est détenue à 10% par le gouvernement laotien et 90% par une filiale de China Min Metal Group. Il y a aussi des concessions sur les ressources hydriques, qui sont très importantes dans le pays. La capacité de production du secteur hydroélectrique laotien est aujourd'hui de 2500 MW. Or, elle pourrait atteindre 50 000 MW selon le Quai d'Orsay. Or, dans cette région du monde, la consommation en électricité devrait croître d'environ 7% par an d'ici 2025. L'objectif de Vientiane est donc de faire du Laos la batterie du sud-est asiatique. En 2011, les 3/4 de l'électricité produite au Laos ont été exportés, principalement grâce au barrage hydroélectrique situé sur la Nam Ton, un affluent du Mékong. Cet ouvrage a été inauguré en décembre 2010 et le consortium qui l'exploite est formé par le gouvernement laotien à hauteur de 25%, par la compagnie thaïlandaise ECCO et par le français EDF. 95% de sa production est destinée à la Thaïlande, où les besoins industriels sont bien plus importants que ceux du Laos et où l'opinion publique thaïlandaise s'est opposée à ce type de barrage. Et puis, il existe d'autres projets de grands barrages sur l'ensemble du bassin du Mékong. En 2011, le projet du barrage de Sayaburi a été officiellement suspendu en raison de l'hostilité de certains États riverains préoccupés par les conséquences environnementales. Or, le 7 novembre 2012, le chantier a malgré tout été inauguré par les autorités laotiennes, affichant ainsi clairement leur choix de privilégier la production d'hydroélectricité et les relations économiques avec la Thaïlande. Eh bien justement, regardons maintenant les rapports du Laos avec ses voisins. D'abord, il y a le Vietnam, qui est l'allié historique en raison de l'alliance entre le Pathet Lao et le Viet Minh lors des guerres d'Indochine et du Vietnam. Entre 2005 et 2010, le commerce bilatéral a connu une croissance annuelle moyenne de 24%. Autre voisin, la Thaïlande, avec qui les échanges commerciaux sont aussi extrêmement denses. Les relations bilatérales s'améliorent entre les 2 pays depuis le rapatriement des réfugiés Mnong installés en Thaïlande, notamment dans le camp de Huay Nam Khao. Je vous rappelle qu'en 1975, les Mnong avaient fui le Laos en raison de leur soutien aux Américains pendant la guerre. Et puis enfin, il y a la Chine. Aujourd'hui, elle investit massivement au Laos, notamment dans les infrastructures routières. Les grands axes, effectivement, dans ce pays sont peu nombreux. C'est pourquoi Vientiane cherche à désenclaver le pays en le reliant au nord à la Chine et au sud à la Thaïlande. Si on regarde maintenant le réseau ferroviaire, il y a aussi un projet de ligne à grande vitesse entre Kunming et Vientiane qui permettra de mieux relier le Laos à ses voisins. La Chine investit aussi dans l'immobilier, dans l'énergie, le secteur minier, le caoutchouc, le secteur hôtelier. Maintenant, si on considère la totalité des investissements étrangers au Laos, ils sont passés de 300 millions de dollars en 2005 à 1,5 milliard de dollars en 2011. Et 80% de ces investissements ont été orientés vers les secteurs de l'hydroélectricité et des mines. Donc en résumé, des ressources naturelles importantes,
Une position centrale entre les marchés chinois, thaïlandais, vietnamiens. Les potentiels de développement au Laos sont considérables et en même temps les freins sont nombreux avant de pouvoir rejoindre le club des émergents. Et ces freins, les premiers, c'est le clientélisme et la corruption. Selon Transparency International, en 2012, le Laos est classé 160e sur 176 pays. C'est l'État le plus corrompu de la région, avec la Birmanie qui, elle, est au 172e rang mondial. Finalement, le Laos est dans un cas de figure identique à bien des pays qui émergent. Les potentiels sont importants, mais les freins presque tout autant. Alors, frein numéro 1, la corruption, on l'a vu. Frein numéro 2, le déficit commercial. Le pays importe 2 fois plus qu'il n'exporte, notamment des produits pétroliers, des biens d'équipement. Donc le déficit commercial est amené à se creuser. Frein numéro 3, les inégalités. Les disparités sont importantes entre Vientiane, la capitale, et le reste du pays qui est pauvre, qui est enclavé. Alors l'ancienne classe dirigeante Pathet Lao, nourrie de doctrines marxistes-léninistes, donc très conservatrices, a pourtant su tirer parti de ce nouveau libéralisme et grâce à cela, elle parvient à augmenter son influence sur le pays. De Vanina Boutet et Vatana Polsena, vous pouvez lire Laos, Société et Pouvoir aux éditions Les Indes Savantes et également de Vatana Polsena, Laos, un pays en mutation, collection Asie plurielle chez Belin.